Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans ce nouvel épisode, on revient sur la manière de concevoir et de déployer une politique de service aux collaborateurs. Enjeux sociétaux, environnementaux, économiques, urbanistiques mais aussi énergétiques, l'immeuble de bureau est devenu un objet complexe. On ne peut plus le penser comme un simple actif immobilier, il faut désormais l'envisager comme un support de service répondant à des demandes de flexibilité, d'adaptabilité, de réversibilité et surtout d'attractivité. Comment concevoir cet écosystème serviciel? Pour qui et avec qui? Comment adapter à chaque contexte et comment l'évaluer? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Guélin, coordinatrice au sein de la direction immobilier environnement de travail de la Massif. Depuis plus d'un an, elle est à la manœuvre pour déployer la politique des services aux collaborateurs du groupe. Véronique, bonjour et bienvenue au micro de ce podcast. Bonjour Manon, je suis ravie d'être là. Alors, je le disais en introduction, en 2024, vous avez finalisé une politique des services aux collaborateurs qui a vocation à guider le design des services sur l'ensemble des sites du groupe. Pourquoi aujourd'hui cette nécessité d'élaborer un cadre général pour définir leur conception ? En fait, cette politique, elle répond à plusieurs besoins. Un premier besoin qui est de moderniser et d'harmoniser en fait les services au sein de nos différents bâtiments. On est répartis partout en France. On a à peu près 70 bâtiments répartis dans 39 sites. Et juste avant le Covid, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité. Donc on s'est dit, il faut qu'on ait un cadre et une politique. Et puis ensuite, il y a eu la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Et on s'est rendu compte que le volet serviciel, il avait vraiment un apport important pour faciliter le quotidien des collaborateurs sur site et promouvoir aussi le travail sur site. Et donc cette politique, elle a pour objectif exactement ça. Comment on peut mettre à disposition un volant de service qui permette de faciliter le quotidien de chacun d'entre nous quand on est sur site et qui nous donne envie de venir sur site pour collaborer. Sur quels critères et pour servir quels objectifs cette politique a-t-elle été initiée ? Et bien justement, le but, c'est vraiment de faciliter la vie sur le quotidien. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels sont les moments d'interaction entre nos collaborateurs et le bâtiment. Et on a essayé de catégoriser finalement les services pour dire, il y a les interactions qui sont plutôt autour du thème de l'accueil, par exemple. Il y a les interactions qui sont plutôt autour du thème de la mobilité. Quand j'arrive sur site, si j'ai une place facilement, que ça soit pour ma voiture, pour mon vélo, c'est quand même plus facile et plus facilitant pour venir travailler. Il y a aussi les services autour du travail. Je trouve un poste facilement. Si j'ai besoin de collaborer avec mes collègues, j'ai des espaces collaboratifs à 2, à 3, à 4, à 6, à 10, à 20 en fonction de mes besoins. Donc, trouver cette variété d'espaces à disposition, c'est aussi très important. Et c'est ça, finalement, qui va faire que je viens sur site parce que je sais que je vais être dans de bonnes conditions pour travailler, mais que ça soit seul ou en collaboration et que ça fonctionne. Il n'y a rien de plus énervant que d'arriver dans une salle de réunion et il manque un câble ou alors la salle n'a pas été nettoyée ou voilà. Et du coup, ça, c'est un peu embêtant. Et le volet serviciel, c'est ça qui vient. C'est renforcer en fait cette mise à disposition d'un outil de collaboration qui fonctionne en permanence et qui permet de faciliter le quotidien de chacun d'entre nous sur le lieu de travail. Comment et avec qui la politique a-t-elle été élaborée ? Alors, on a travaillé de plusieurs manières. On a regardé 4 prismes. On a déjà demandé à nos dirigeants un peu quelles étaient leurs convictions, leurs besoins, quels étaient pour eux les enjeux auxquels il fallait qu'on s'attarde. On a également regardé le marché. Que fait le marché ?
quelles sont les tendances, que font nos pairs. Voilà, on aime bien regarder ce que font les autres aussi, voir ce qui fonctionne moins bien pour aller chercher de l'inspiration. On a également interrogé nos salariés. Tout à l'heure, je disais qu'on a regardé les points d'interaction entre les collaborateurs et l'environnement de travail. Et donc, on a invité à peu près une centaine de collaborateurs à participer à des ateliers. Et on a fait décrire leur parcours tout au long de leur journée de travail ou de la semaine de travail pour identifier vraiment les points. Et on est arrivé à 8 moments clés que je développerai peut-être un peu plus tard. Et puis, le 4e prisme, et non des moindres, c'est carrément les équipes qui opèrent les services parce qu'eux-mêmes, ils sont au quotidien auprès de leurs clients internes ou des collaborateurs qui utilisent les espaces de travail. Et donc, ils connaissent les irritants et ils avaient aussi un point de vue. Et donc, on a regardé ces 4 prismes et puis on a synthétisé ça. Et c'est ça qui nous a donné notre cadre, une politique avec 8 moments clés et 53 services dedans. Et c'est ça qu'on va commencer ou qu'on commence à déployer depuis peu de temps et qu'on va, j'espère, déployer dans tous les sites. En tout cas, c'est l'objectif. Pour être sûr de bien comprendre, il y a eu donc un moment d'observation et un moment de récolte et de discussion avec les différentes parties prenantes. C'est tout à fait ça. Et dans les parties prenantes, on avait constitué un comité des services de l'environnement de travail. Et donc, on a invité nos collègues des ressources humaines, particulièrement ceux qui sont en charge de la QVCT. On a également invité nos collègues de la DSI, parce qu'aujourd'hui, je ne vais rien t'apprendre, mais c'est important de se dire, tiens, il y a peut-être quelques services qui peuvent être rendus par le digital pour faciliter toujours, dans l'esprit de faciliter le quotidien. On a également invité nos collègues de la RSE. Parce que, d'abord, l'entreprise est très sensible à l'environnement depuis de nombreuses années, mais c'est également au cœur de notre plan stratégique. Et il se trouve que nos salariés sont également des citoyens et qu'ils s'intéressent aussi à toutes ces problématiques. Et donc, comment on peut introduire le volet RSE dans l'ensemble des services. Et puis, évidemment, nos collègues du métier qui opèrent les services. Et donc, on a réuni tous ces gens-là dans un comité qu'on a appelé le comité des services de l'environnement de travail. Et ça nous permettait d'avoir à chaque fois tous ces prismes-là pour prendre des décisions et choisir les services qui nous paraissaient les plus percutants. Et donc, parmi ces parties prenantes, vous l'avez dit, il y a les salariés qui sont venus autour de la table. Comment réguler entre l'intérêt du plus grand nombre et d'éventuels besoins plus concentrés auprès d'un certain type de population au sein de l'entreprise ? Alors ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas forcément la réponse parfaite, mais ce que je peux dire, c'est que le cadre, il est général. Il doit servir le maximum à l'intérêt général. Par contre, la manière dont on le déploie ou décline bâtiment par bâtiment, ça peut être différent. Je donne un exemple sur la restauration, parce que c'est celui qui est le plus facile à comprendre. Il y a des sites où on a un restaurant d'entreprise qui est opéré avec un prestataire qui est choisi en collaboration avec notre CSE pour Massif. Et on a des sites où il n'y a pas d'équilibre économique suffisant pour avoir un restaurant d'entreprise. Et donc, on va chercher d'autres types de solutions. Mais néanmoins, le service qu'on cherche à rendre, c'est bien de pouvoir donner la possibilité à chacun de trouver une offre qui lui permet de se restaurer au moment où il en a besoin. Vous parlez donc du coup d'adapter cette politique en fonction des sites. Justement, quels sont les sites aujourd'hui qui sont concernés par cette politique ? Alors, tous les sites sont concernés. C'est juste une question de temporalité. On s'est donné un certain nombre d'années pour déployer, puisqu'en fait, on profite des projets immobiliers pour déployer au fil de ces fameux projets les services, ou en tout cas la version la plus aboutie de la politique des services, que fort heureusement, il y a déjà beaucoup de services qui sont en place, notamment tous les services qui concernent la mission, on va dire, de travail au quotidien, ou alors des services plus classiques de l'environnement de travail, comme la restauration, les espaces de convivialité, ou même la mobilité avec déjà des parkings, des abris vélos, des choses qui sont déjà, on va dire, un peu naturellement développées.
Mais effectivement, on a choisi, on a 2 gros projets phares en ce moment. Un qui se déroule sur Niort, là où nous avons notre campus et surtout qui abrite le siège social historique de la Massif. Donc c'est un campus qui est réparti à travers une partie de la ville sur 4 km² et constitué de 6 quartiers et une vingtaine de bâtiments qui se répartissent dans ces quartiers-là. Et on a à peu près 4500 personnes qui sont attachées à ce campus. Et là, notre enjeu sur ce campus, c'est à la fois de moderniser l'espace de travail. Donc ça passe à travers des travaux de rénovation, d'aménagement des bâtiments eux-mêmes, mais également de travailler les extérieurs pour aller servir beaucoup mieux tout ce qui est serviciel. Exemple, séparer les flux piétons, vélos, voitures, par exemple, quand on doit circuler sur les sites. Multiplier, je parlais des abris vélos tout à l'heure, multiplier les abris vélos parce qu'on a une population qui se multiplie, que l'usage du vélo se multiplie et donc on a plus de personnes qui viennent avec des vélos et des vélos qui coûtent assez cher. Parce que des vélos parfois cargo, bien équipés, électriques, donc qu'il faut sécuriser dans des abris faits pour ça. Et puis en plus, c'est plus agréable de se déshabiller quand il pleut, par exemple, de se déshabiller dans un local fermé. Le fait de multiplier les douches aussi. Pour ceux qui toujours viennent en vélo, c'est vrai que parfois c'est agréable de pouvoir éventuellement se doucher. Donc tout ça participe à la modernisation, mais on va également utiliser les extérieurs pour essayer de créer des nouvelles expériences de travail. Exemple, devant un de nos bâtiments, c'est la 3e saison qui va démarrer, on a créé des espaces collaboratifs extérieurs, donc on a remplacé les murs par des végétaux. Et on a remplacé le plafond par des toiles qui protègent du soleil, parce qu'on a de la chance, on a du soleil à Niort. Et il y a des prises électriques, donc on peut quand même se brancher. Le Wi-Fi est en extérieur, donc on peut travailler. Et ce qu'on voit, c'est que tous les ans, il y a une progression dans l'usage. Et puis, il y a 2 ans, on a également planté une micro-forêt sur un de nos sites qui est assez grande. Et en fait, on l'a pensé avec une place centrale pour qu'à terme, quand les végétaux auront atteint leur taille optimale, on puisse éventuellement travailler, pique-niquer, collaborer dans ce nouvel espace. Et donc, l'idée, c'est de aussi penser les espaces autrement. Ça fait aussi partie de la réflexion sur la modernité. Et puis le 3e levier qu'on veut atteindre aussi, c'est de créer en fait un sentiment d'appartenance à ce campus, sachant que, comme je vous expliquais, le campus est géographiquement éparpillé. Donc ça veut dire que, à moins d'avoir une bonne raison, je ne vais pas forcément sortir de mon bâtiment. Donc pour créer ce sentiment d'appartenance, l'idée c'est de faire bouger les gens. Et de les faire sortir de leur bâtiment pour aller à la rencontre de leurs collègues. Tout ça pour créer quoi ? Pour créer de la cohésion entre les gens, les faire se rencontrer dans un contexte qui n'est pas forcément un contexte exclusivement de travail, mais parce qu'il y a une animation ou parce que je vais pouvoir avoir peut-être un petit service de conciergerie qui va me rendre service, mais en même temps me faire rencontrer d'autres personnes parce que je serai sortie de mon bâtiment. Donc c'est tout ça qu'on essaye de développer, et la politique des services nous y aide, puisque les services d'eux-mêmes nous amènent à faire se rencontrer les collaborateurs entre eux en dehors de leur moment de travail. Et je voudrais bien qu'on revienne aussi sur ces accueils. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas d'hôtes d'accueil dans chacun des bâtiments, mais un système d'hôtes qui se déplacent de bâtiment en bâtiment et avec une solution digitale pour quand il ne peut pas être sur un bâtiment spécifique. Alors, c'est un mélange un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on était, comme beaucoup d'entreprises, face à une problématique qui est qu'on veut faire plus, mais avec les mêmes moyens. Donc, il a fallu qu'on réfléchisse un peu différemment. Donc, on avait certains bâtiments qui disposaient d'un accueil physique, avec des horaires précis et à la journée. Et puis, d'autres bâtiments, non.
Donc, l'objectif étant de donner une expérience la plus homogène possible à l'ensemble des collaborateurs et leurs visiteurs de nos bâtiments, on a essayé de réfléchir un peu tous ensemble, toujours dans ce comité, de se dire comment on pourrait faire évoluer les choses. Donc, on est parti du principe que l'accueil devait se flexibiliser, devenir plus agile et peut-être moins posté, mais plus mobile, pour pouvoir servir tous les bâtiments et pas forcément toujours aux mêmes horaires et pas forcément en continu. Donc, on a mis en place une prestation qui est pilotée par un bâtiment qui s'appelle le pôle service sur le campus. Et on a dans chaque quartier un bâtiment dans lequel il y a une permanence qui vient régulièrement à certains horaires, certains jours de la semaine affichés. Du coup, ça la rend mobile. Et dans les bâtiments où il y a besoin, parce qu'il y a un événement, par exemple une grosse formation, il faut accueillir, 35 personnes qui viennent en formation. Mais là, on peut avoir une prestation à la demande. Et on a complété cette prestation d'accueil classique au sens réception par de l'hospitality management qui permet de faire 2 choses en plus, l'animation du site et d'apporter des services de proximité type conciergerie. Donc, on a commencé avec cordonnerie pressing et puis de la boutique de dépannage. On verra, tout ça, c'est très récent parce que ça a démarré au mois d'avril. Mais l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit mobile et qui permette de rendre un service à peu près équivalent dans chaque quartier à tout moment de la journée. Donc, par exemple, une animation, si on décide de faire, une animation autour de la fête de la musique, elle ne va pas être qu'à un endroit, elle va être dans plusieurs quartiers, de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. La conciergerie, là actuellement, soit il y a plusieurs possibilités, soit je viens déposer mes chaussures, comme je l'ai testé, je parle de... je viens déposer mes chaussures au poste central, il s'en occupe et puis il m'appelle quand c'est prêt et je vais les chercher. Soit je connais son moment de passage dans mon bâtiment et je lui donne à ce moment-là. Et au moment où l'hospitality manager repasse faire sa tournée, il me les dépose. Soit je l'appelle et puis il me dit je passerai tel jour à telle heure chercher vos chaussures, par exemple. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de se donner beaucoup d'agilité, de flexibilité dans la prestation, de manière à ce que ça puisse répondre au plus grand nombre et que ça rende vraiment service. Vous l'avez dit, il y a une contrainte aussi de moyens. On a l'impression que les couches servicielles s'accumulent. Comment vous gérez de votre côté cette contrainte financière ? C'est ce que je disais tout à l'heure. On a pris en fait l'enveloppe d'accueil qu'on avait, qui représentait un certain montant, et on a fait du design to cost. C'est-à-dire qu'on a dit, avec ça, comment on peut faire pour faire mieux et plus. Et donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser avec un prestataire plutôt d'hospitality management des équipes qui sont un peu plus polyvalentes. Donc, ils font de la réception, mais qui savent faire aussi de l'animation, donc de l'événementiel, qui savent aussi chercher des commerçants, passer un accord avec un commerçant pour rendre un service aux occupants de notre site. Et donc ça prend des profils un peu plus polyvalents. Et c'est bien ça qu'on est allé chercher quand on est allé chercher l'hospitality manager. C'est vraiment cette question d'avoir une posture d'accueil qui est vraiment dans l'attention et l'écoute et qui est finalement de pouvoir répondre à un besoin. En tout cas, si ce n'est de répondre aux besoins en tant que tel, au moins écouter la question et trouver la réponse ou aider à trouver la réponse. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était un élément. Et puis le deuxième élément, c'est être capable de faire de l'animation et être capable de gérer des prestataires ou de proximité. Et donc ça, c'est la manière qu'on a trouvée. Et puis la deuxième manière, c'était, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que d'avoir des accueils fixes et postés de 8h à 17h à des endroits et dans certains bâtiments, c'est d'en avoir des plus larges. Et puis finalement, le point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on a aussi maintenant quelque chose de nouveau qui va démarrer, qui est l'appui du digital
pour les moments où on n'a pas de permanence physique, et notamment pour les visiteurs. Donc, c'est un système qu'on est en train de tester. Donc là, je livre un peu en avant-première, mais l'idée, c'est vraiment que celui qui est visité puisse indiquer qu'il va recevoir quelqu'un. Et ça lui permet, en déclarant cette visite, d'envoyer les informations du lieu de rendez-vous, des horaires, de où se stationner, si la personne vient en transport en commun, de lui expliquer comment se rendre sur le site, etc. Donc de donner tout ce bouquet d'informations qu'on ne donnait pas avant, et donc de prendre soin du visiteur autant que l'on essaye de prendre soin de nos collaborateurs. Et quand le visiteur arrive, soit il y a une permanence physique, et auquel cas il se déclare à la permanence physique, soit il n'y en a pas, et donc il y a une tablette. Et la tablette permet au visiteur de dire « Coucou, je suis arrivé », et ça envoie une notification directement à son visité pour que le visité vienne le chercher. Puisque dans nos locaux, les visiteurs ne peuvent pas se promener sans être accompagnés d'un visité. Donc le digital vient compléter en fait le parcours d'accueil. Donc ça, c'était pour les spécificités du campus de Niort. Au contraire, à ici les Moulineaux, qui est un autre de vos projets qui est même pas récent, parce que les équipes vont emménager en septembre, si j'ai bien compris. À partir de septembre jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est un nouveau projet de 2025. Les équipes s'installeront donc entre septembre et décembre dans un bâtiment entièrement neuf. Absolument. Cette fois-ci. Absolument. À quel moment la question de la conception, de la servicialisation, de la conception des services, de la servicialisation se pose dans ce type de projet neuf ? J'ai envie de te dire le plus tôt possible. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur ce projet. Donc ce projet s'appelle Immo Futur. Il a pour objectif de rassembler les collaborateurs parisiens qui aujourd'hui sont dans différents bâtiments, 6. Et donc tous ces collaborateurs vont se rassembler dans ce bâtiment à Issy-les-Moulineaux, qui fait 26 000 m², 14 étages. Et en fait, moi qui ai eu la chance de participer à ce projet quasiment, alors pas exactement depuis le début, mais presque, en fait, ce volet serviciel a été intégré dans le programme travaux, enfin dans le programme de l'architecte, quoi, dès le début, pour être sûr qu'on puisse répondre au mieux à tous les services. Et le résultat, c'est que ça en fait effectivement un peu la locomotive de la déclinaison de cette politique de service, parce que on a la possibilité de rendre actif, enfin de rendre réel, l'ensemble des services qu'on a voulu autour de ces moments clés. Donc les moments, je les ai pas dit, mais là c'est peut-être le moment. Donc il y a les moments d'accueil. Il y a les moments où j'ai besoin de me faire assister parce que j'ai un problème. Il y a un incident où je me pose une question, donc moment où j'ai besoin de me faire assister. Et d'ailleurs, dans ce bâtiment qu'on appelle la Tour Keiko et qui est le bâtiment du projet Immo Futur, on a au premier étage, on aura un comptoir d'assistance de proximité pour les collaborateurs Massif et AEMA, qui leur permettra d'aller à ce comptoir pour se faire dépanner s'ils ont un problème informatique, ou même s'ils ont un problème dans une salle parce qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'ils ne savent pas démarrer la visio. Donc ce comptoir d'assistance qui fait aussi partie du service aux collaborateurs, toujours dans cette logique de faciliter le quotidien. Le moment d'information, donc là c'est assez simple, c'est je cherche une info et où est-ce que je peux trouver l'info. Donc l'idée là, c'est vraiment d'utiliser le support du digital pour centraliser l'ensemble des informations et avoir un guichet unique, si tu veux, où tu trouves toutes les informations dont tu as besoin sur ton environnement de travail. Le moment, évidemment, de la collaboration, qui est phare et très important, et d'autant plus dans le programme Immo Futur, puisque c'est la création, ce bâtiment est au service, en fait, de la création du groupe AEMA, qui est un groupe assez jeune, créé en 2021, qui regroupe 4 marques, Massif, Aesio, Abeille et Ophi. Invest c'est les 4 marques du groupe AEMA qui vont, alors pour une partie d'entre elles, cohabiter avec des territoires dédiés, et puis
tout le monde fera partie de cette maison commune. Et c'est vraiment un des enjeux très importants de ce bâtiment, faire incarner cette maison commune pour susciter la collaboration entre collaborateurs, évidemment, d'une marque, mais entre collaborateurs des marques. Et d'ailleurs, on a tout un espace dans ce futur bâtiment que pour l'instant on appelle le Business Center, qui est au 2e étage, dans lequel chacun d'entre nous, qui n'a pas de territoire forcément dédié dans cette future tour, pourra venir travailler avec des postes individuels, des salles de réunion de différentes tailles, des casiers pour pouvoir ranger ses effets personnels pour la journée, et puis des services autour de l'événementiel. Et donc, on a également de la restauration. Alors, dans ce futur bâtiment, il y aura un restaurant d'entreprise. Bon, là, j'ai envie de vous dire, jusque-là, c'est assez classique. Par contre, c'est au 14e étage, avec une mezzanine, avec une vue assez incroyable. Donc, c'est un restaurant qui disposera de 374 places, 375 même places. Avec une offre de restauration articulée autour de stands et puis des kiosques à thème pour faire un peu façon food court pour 2 kiosques. Donc c'est un petit food court, mais en tout cas il y aura cette approche-là. Et puis au rez-de-chaussée, un café qu'on a appelé le Café des Arts. Ça, c'est un clin d'œil à nos collègues de la marque Ophi Invest qui portent une attention particulière à l'art et qui sont très moteurs sur ce sujet. Et donc, on veut que cet endroit puisse aussi être un endroit d'exposition, mais un endroit où on prend un café soit de manière informelle pour se détendre, mais également, si on veut y travailler, ça sera totalement possible de le faire. Et donc, sur le volet ensuite mobilité, on a tout un parking, bon, j'ai envie de dire à l'appareil, encore une fois, c'est assez classique, mais évidemment, le parking est équipé de bornes de recharge, de places spécifiques pour des véhicules qui nécessiteraient des conditions de parking particuliers. Et un local vélo local mobilité douce, je devrais dire, parce que pas que vélo, on peut y mettre des trottinettes évidemment, qui est assez développé et y attenant un espace vestiaire qui permettra pour ceux qui le souhaitent de se doucher avant, après et de stocker leurs affaires. Ils pourront évidemment recharger les batteries, soit en se branchant directement sur secteur, soit en enlevant sa batterie et en la mettant dans un casier sécurisé qui permet de recharger la batterie le temps que je suis au travail. Et puis ensuite, on a le volet événementiel. Donc là, on a toute une infrastructure dédiée à l'événementiel qui est principalement située au 1er étage avec un auditorium qui va permettre de recevoir des séminaires, des conférences, d'animer bon nombre d'événements institutionnels de l'entreprise pour toutes les marques. Et puis un espace foyer à côté qui va permettre de soit compléter la taille de l'auditorium si on a besoin d'augmenter la taille, soit d'y faire des cocktails à la suite d'un événement qui se déroule dans l'auditorium par exemple. Et puis 2 salons qu'on a appelés des salons corporate, je ne sais pas si ça sera le terme qu'on gardera à la fin, qui sont situés au 14e et qui seront réservables par tous les managers ou pas forcément d'ailleurs, tous les collaborateurs qui auraient besoin d'organiser une réunion avec une prestation de bouche. Et du coup, ça permet d'avoir ces espaces dédiés à ça. Et puis le dernier, c'est la détente et le loisir. Donc là, pareil, approche hospitality management, comme je l'ai décrite sur le campus, avec un prestataire cette fois-ci qui est Opal, donc qui est un autre prestataire de la place sur l'hospitality management. Et puis un espace dédié au sport et à l'activité physique qui se situe également dans l'étage en hauteur, avec un espace, on va dire classique avec des machines, et puis plutôt une salle qui sera dédiée plutôt aux exercices de type pilates, yoga ou autres activités qui ne nécessitent pas d'équipement particulier, et tout ça encadré par un ou des coachs, puisque ça sera la condition pour accéder à la salle.
Et donc, tout un tas de services qui ont été pensés au moment de la création du bâtiment. Exactement. Donc, directement avec les architectes qui se sont occupés du bâti. Absolument. Ok, bien avant l'aménagement. Bien avant l'aménagement, absolument. Et le fait d'avoir positionné ce restaurant au 14e étage, c'est quand même incroyable. Et ça a été demandé dès le premier jour. Enfin, dès le début du projet, en tout cas. Ça a l'air comme ça beaucoup plus facile que pour le campus de Niort, mais j'imagine qu'il y a quand même des difficultés, notamment le fait que dans ce nouveau bâtiment, vous avancez à l'aveugle, vous n'avez pas d'historique de ce que les salariés font sur site, d'autant que vous réunissez des équipes qui n'ont jamais cohabité jusqu'à maintenant. Comment vous avez fait face à ce défi ? En fait, on a fait la même chose qu'on a fait pour ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait la même démarche. On a visité des bâtiments parisiens récents pour voir quelle était l'offre de service qui était en place et qu'est-ce qui fonctionnait ou pas, qu'est-ce qui était important, prioritaire, qu'est-ce qui était un peu secondaire. On a interrogé, donc là pour le coup, la direction de programme pour connaître les enjeux majeurs. Donc j'ai parlé de la maison commune et incarner la maison commune, mais dedans il y avait également porter une attention au parcours et à l'expérience des collaborateurs dans le bâtiment pour qu'il soit fluide, facile. Et puis la question de la prévenance, de se sentir accueilli, attendu. Voilà. Donc ça, c'était aussi dans les objectifs. Donc ça, on l'a encadré, tenu aussi. On a fait des ateliers, non pas directement avec les salariés, mais avec les ambassadeurs des salariés. Donc un groupe de salariés qui avait été désigné pour participer à ces ateliers. Et on a fait un atelier sur chacun des thèmes de service que j'ai nommés pour leur faire dire comment vous voyez un peu les choses. Alors évidemment, on ne peut pas répondre oui à tout, c'est sûr. Mais néanmoins, parfois, on se rend compte qu'ils ont les mêmes idées ou qu'il y a des choses qui ne sont pas si compliquées à mettre en place. Ou, voilà, donc vous avez un exemple, par exemple, de ça ? Oui, quand on vous dit... moi, déjà, ce qui me ferait plaisir, c'est que quand j'arrive le matin, on me dise bonjour. Tout bête. Ou alors, moi, je viens en vélo, donc je veux pouvoir me doucher. Ok. Autre exemple, alors on a fait beaucoup de... Je fais une petite parenthèse qui pourrait... Voilà. Petite parenthèse, quand on a fait l'atelier sur les sujets autour de la mobilité, c'était un atelier très sensible parce que pour certains collaborateurs, ça peut, alors pas tous, mais il y en a certains pour qui ça peut être un allongement de temps de trajet par rapport à où ils sont aujourd'hui. Donc évidemment, on n'a pas le pouvoir de modifier les infrastructures de Paris en termes de transport. Donc l'atelier, il avait pour objectif de réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que on puisse amenuiser, non, c'est pas le bon terme, réduire l'impact négatif du temps de trajet, ou en tout cas, d'une manière générale, finalement, en région parisienne. Moi, j'ai compris, j'ai quitté Paris il y a 15 ans, j'ai beaucoup de chance pour ce point-là. Et donc, en région parisienne aujourd'hui, c'est pas moi qui vais l'apprendre, c'est parfois compliqué, ça marche pas toujours très bien. On arrive parfois un peu stressé, voire pas à l'heure. Quand on part, on sait jamais si on va arriver à l'heure, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes autour du transport parisien. Et l'idée, c'était d'essayer de voir quels sont les petits plus, qu'est-ce qu'on peut rendre. Donc, on a eu dans les idées qu'on nous a dites, qui paraissent évidentes, mais qui finalement sont pas très difficiles à mettre en place. On a eu plusieurs collaborateurs qui nous ont dit, moi, je veux pouvoir voir les infos trafic en temps réel, parce qu'au moment où je pars, comme ça, je sais si je dois ajuster mon trajet. Voir si je dois modifier mon horaire. Je parlais du bonjour tout à l'heure, mais ça peut aussi être, si je peux faire mon sport sur le lieu de travail, peut-être que du coup, je vais partir un peu plus tard. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, toutes ces petites choses. Si par exemple j'ai besoin de faire une course entre midi et 2 et que j'ai quelqu'un qui peut me dépanner pour me la faire, peut-être que ça me fera gagner du temps. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on a essayé de capter. Après, il y a des choses qu'on arrivera à faire, des choses qu'on n'arrivera pas à faire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va tester, on va se rendre compte que ça ne marche pas, et on arrêtera, et vice-versa. Mais en tout cas, c'était important de prendre aussi, de savoir aussi qu'est-ce que les salariés attendaient eux-mêmes.
Et ensuite, on a fait une étude avec nos collaborateurs qui opèrent les services. Comme je disais tout à l'heure, ils sont au quotidien en relation avec les occupants et donc ils connaissent les irritants. Donc il y a des choses, on ne veut plus voir ça demain. Par exemple, une machine à café qui ne fonctionne pas. Ça, c'est plus possible. Et pas plus tard que ce matin, ma directrice me parlait de ce sujet en me disant les machines à café doivent fonctionner. Ça paraît évident, hein, mais parfois, c'est vraiment les fondamentaux qu'il faut déjà faire fonctionner correctement avant même d'aller chercher des choses très compliquées. Et comment vous arrivez à mesurer la réussite de chacun de ces services, mais aussi de la politique dans son ensemble ? Alors, c'est difficile aujourd'hui de mesurer parce que, comme je l'expliquais, en fait, la politique est assez récente. Elle a été posée mi-2023. Enfin, validée, quand je dis posée, c'est validé mi-2023. Et on commence à la décliner. Et les 2 grands projets là, dont je parle sont les premiers projets pour lesquels on met en place. Donc, le campus de Niort, si on prend l'exemple de la prestation d'hospitality management, elle a démarré le 1er avril. Et ce n'était pas un poisson. Donc, on va faire un premier bilan mi-juin. Donc, c'est là où on va voir un petit peu comment ça se déroule. Néanmoins, on a pas mal de retours déjà sur des choses qui seraient des idées. On a beaucoup les collaborateurs sont assez créatifs. On a mis en place une boîte à idées. Qui est une boîte à idées digitale. Hein. Donc, les collaborateurs ont un portail qui nous permet de communiquer sur le projet. Et donc, ils peuvent aller poster des idées. Donc, ça peut être un biais pour capter tiens, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ou j'ai eu une nouvelle idée. Mais ce qui va vraiment nous aider, je pense, à mesurer, c'est le taux d'usage. Est-ce que le service est utilisé, oui ou non ? Et puis la fréquentation des sites, parce que encore, comme je disais tout à l'heure, l'objectif de tout ça, c'est de faciliter la vie au quotidien sur le site pour promouvoir le travail sur site et créer de la cohésion entre les gens, créer de l'interaction entre les gens, parce que nous on tient beaucoup à notre collectif, un collectif solide qui se retrouve dans nos marques, dans le groupe et qui va collaborer et donc renforcer le collectif. C'est là où on verra aussi les bénéfices de tout ça. Et est-ce que vous pensez que la mise en place de cette politique des services pourrait affecter la valeur des bâtiments, en l'occurrence eux-mêmes ? Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre parce que moi, je suis vraiment côté plutôt preneur, donc occupant. Néanmoins, si je fais part des discussions que je peux avoir avec notre propriétaire sur notamment le projet parisien, comme nous, il pense que le service est un atout pour attirer des clients dans son bâtiment. Pourquoi ? Parce que ces clients eux-mêmes ont besoin d'attirer des collaborateurs, ou en tout cas au moins et surtout, j'ai presque envie de dire surtout en fait, de fidéliser ceux qui sont déjà là. Et donc le service qu'on met en place, sans mettre des choses, encore une fois, trop compliquées, mais c'est finalement porter attention à ses collaborateurs. Et voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, est-ce que le service valorise un bâtiment ? Je ne sais pas répondre à la question. Par contre, ce que je sais dire, c'est que pour remplir un bâtiment tertiaire aujourd'hui, sans service, c'est un petit peu difficile. Mais ça devient une attente de base, mais en même temps, qui crée de la valeur en, si j'ai bien compris, renforçant un collectif principalement et fidélisant les clients du côté IMO, mais de votre côté, en fidélisant les collaborateurs. Oui, je pense que c'est une contribution forte. Après, évidemment, ça ne fait pas tout. Et après, il y a toute la culture de l'entreprise, le management, les pratiques managériales, la mission qui sont évidemment très, très importants. L'environnement de travail, c'est une contribution parmi les autres pour attirer et fidéliser des collaborateurs. Eh bien, merci Véronique Guélin pour cet échange. C'était le 2e épisode de notre série de podcasts Studio W consacrée au bureau serviciel. Retrouvez tous nos podcasts dans notre rubrique dédiée sur notre site web. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'était Studio W par Workplace Magazine.
Retrouvez toute l'information de l'environnement de travail sur workplacemagazine.fr.